Homo Micro, l'émission qui se prend au mot. Homo Micro avec Brahim Neid Balk. En partenariat avec Garçon Magazine, Pink TV et la Dilcra. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de rejoindre l'émission qui se prend au mot. Ce soir avec des invités, pas n'importe lesquels, grâce à notre ami Nicolas Rividi qui est avec. Oui, bonsoir Brahim, bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, le Plus de l'actu reçoit Mathilde Chevalier et Sébastien Tuller, membres de la section française d'Amnesty International. Nous ferons avec eux un état des lieux des droits LGBT sur le continent américain, Amérique du Nord et du Sud. Et je reviendrai en toute fin d'émission, par ailleurs, sur la question de la haine antisémite. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Un invité qui intervient, plutôt un chroniqueur bien sûr. La dernière fois, après il va s'absenter pendant plusieurs semaines, c'est Éric Garnier qui est derrière moi, donc il va se rapprocher progressivement pour nous présenter son travail. Je vais faire très fort, Oui. Pour pas que vous m'oubliez trop, je vais vous parler d'un superbe DVD qui s'appelle... Le micro est devant. Qui s'appelle, j'ai oublié le nom, oui, tout d'un coup, c'est l'âge, et puis un roman, Ouais. voilà. Un film kényan qu'avait vu Isabelle et avait beaucoup aimé. Rafiki, voilà, qui veut dire ami en kényan. C'est l'âge, ça va, 85 ans, tu les portes bien. Merci Eric, qui va tout à l'heure en fin d'émission présenter un DVD et un roman, comme il vient de le dire. Bonsoir Catherine, Micropolitique, c'est avec toi. Oui, c'est avec moi. Ce soir, on va faire une chronique très parisienne sur Oui. Fréquence Paris pluriel. Politique parisienne, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous finalement, notre sécurité à travers la volte-face Ouais. de Madame Hidalgo sur la police municipale à Paris. Aïe, aïe, aïe. Bien. Il adore Madame Hidalgo, Éric Brulin. Bonsoir. Alors, Éric, aujourd'hui, tu nous proposes une chronique guédard qui va nous permettre de découvrir un couple de peintres et une légende. C'est bien cela. Exactement, Brahim. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, on va parler de McDermott et McGough et on va parler d'Oscar Wilde. Nous sommes avec Louis, un auditeur qui nous suit régulièrement, qui pourrait peut-être intervenir tout à l'heure pendant l'émission. L'émission est filmée par notre ami Daniel, qui est donc à la caméra pour notre chaîne YouTube. Et de l'autre côté de la vitrine, c'est Isabelle. Bonsoir Isabelle, comment ça va ? Bonsoir à toutes et à tous, ça va. Bien. Nous allons profiter d'Isabelle parce que dans quelques mois, elle va nous quitter, mais on aura le temps de le dire en septembre sans doute, peut-être un peu avant. Donc on va profiter de toi. Est-ce que je pourrais déconner ou pas forcément ? Parce que tu t'en empêches d'habitude ? Non, pas vraiment. Il te prépare à ton bisutage. Non. Bisutage de sortie, oh là là, la sortie va être très rapide alors. Qu'est-ce que tu nous proposes côté musique, Isabelle ? Ce soir, on écoutera des femmes, parce qu'il faut en mettre Oui. un petit peu dans cette émission, et c'est un peu le seul moyen d'en mettre. Oui, il y a Catherine, on me fait signe. une Oui, il y a femme ce soir, Catherine. c'est Oui, bien, il y a on une s'améliore. femme qui est là. En tant que bref. chroniqueuse, pas seulement en tant que C'est formidable sur moi. Bon, bref. Voilà. Mais tu sais, moi, je sais être femme parfois. Non. On va laisser parler Isabelle. Hein. Mon Dieu. Nous allons écouter Billie Eilish et La Chica. Voilà. J'ai oublié de présenter aussi Fabien qui est avec nous, qui nous fait la surprise d'être là, notre doc, pour nous observer. Alors, tu peux nous dire un petit bonsoir quand même ? C'est la seule chose que tu pourrais dire Je dis aujourd'hui. bonsoir aux auditeurs parce que je suis toujours ravi d'être là avec Ouais. vous, mais ce soir, pas de chronique, j'ai rien préparé, c'est juste le plaisir d'être avec vous. Alors je note que d'habitude il vient avec des gâteaux et là on a que dalle quoi. Ouais. Merci de rester avec nous. Homo Micro. Alors, Nicolas, donc c'est toi avec deux invités que tu vas nous donc présenter, donc où tu vas aborder la question des droits LGBT sur le continent américain, donc Amérique du Nord et du Sud, c'est bien ça ? Exactement Brahim, je reçois ce soir deux militants d'Amnesty International France. Alors Mathilde Chevalier qui est co-responsable de la région Amérique Bonsoir. et Sébastien Tuller qui est lui responsable de la commission LGBT. Bonsoir. Donc bonsoir à vous deux. Alors on va se tutoyer hein, parce qu'on se connaît déjà, donc on passe la jouer télévision, machin et tout. Avant de se focaliser sur l'Amérique, un mot d'abord de ce qui se passe en Tchétchénie, parce que ce week-end, dans une interview accordée à la chaîne US HBO, Ramzan Kadyrov, qui est le président tchétchène, a indiqué
lorsqu'il a été questionné sur la question de la déportation et de l'assassinat d'hommes gays dans son pays, qu'il n'y avait pas de gays en Tchétchénie, des paroles qui rappellent étrangement celles de Mahmoud Ahmadinejad, qui indiquait qu'il n'y avait pas de gays en Iran. Alors, quelle réponse peut-on adresser à ces dirigeants ? Quelle réponse Amnesty International peut adresser à ces dirigeants ? Non seulement on sait qu'il y a des gays et des personnes LGBT en Tchétchénie, mais on sait également qu'ils sont victimes de persécutions. Il y a plusieurs purges de persécutions qui ont eu lieu en 2017. Et cette année, depuis décembre 2018, l'association russe LGBT Network a fait état de 40 nouvelles arrestations des personnes qui sont torturées, humiliées en détention pour qu'ils disent qu'ils sont LGBT et qu'ils donnent le nom d'autres personnes LGBT. Et donc, il y aurait déjà eu 2 personnes qui seraient mortes à la suite des tortures qu'ils ont subies. Donc, c'est vraiment une situation d'urgence en ce moment. Donc, on a une pétition en ligne actuellement. Et on aimerait récolter le maximum de pétitions avant de la rendre à l'ambassade de Russie en France. Est-ce qu'on a une idée du nombre de victimes à l'heure actuelle de ces rafles et de ces persécutions ? C'est compliqué d'avoir des chiffres, mais les seuls chiffres qu'on dispose, c'est dans les rapports internationaux, c'est du nombre de personnes qui ont quitté la Russie l'année dernière, et c'était plus de 140 personnes. D'accord. Ok, alors, la Russie a des lois qui criminalisent l'homosexualité ou la propagande homosexuelle. Ça participe d'une forme de totalitarisme, en tout cas de gouvernement assez dur. Justement, pour revenir à la question de l'Amérique qui nous intéresse ce soir également, récemment, donc, le Brésil a intronisé son nouveau président, qui est un membre de l'extrême droite, un régime ouvertement LGBT-phobe, avec donc qui rejettent les études de genre, par exemple, qui prônent une vision de la famille très très fermée, très très archaïque. Les personnes LGBT sont-elles objectivement en danger au Brésil aujourd'hui ? Alors on peut le dire, elles étaient même objectivement en danger avant l'arrivée au pouvoir de Bolsonaro, puisque dans le rapport 2017 d'Amnesty, on avait enregistré, avant la fin du rapport, 280 assassinats de personnes LGBT au Brésil. Assassinat, dont d'ailleurs une conseillère municipale. Ouais. Alors, Marielle Franco, c'est un cas un peu particulier parce qu'effectivement, elle était militante lesbienne, mais pas que militante lesbienne. Elle était aussi défenseuse de tous les habitants des favelas. Des favelas, exactement. Enfin, elle était militante et défenseuse. Première aussi, elle était élue municipale. Elle était plus qu'une défenseuse des droits LGBT. C'était une défenseuse de toutes les minorités. Et effectivement, elle a été assassinée. Je crois qu'on a retrouvé sur sa voiture 13 impacts de balles. Donc c'est assez énorme. Je pense qu'on peut dire que c'était un assassinat organisé et orchestré. Et l'enquête a pas vraiment débuté, n'a pas abouti, on peut le dire. Parmi les 13 impacts de balles, il y a certaines balles qui venaient directement depuis la police. Donc la police dit qu'évidemment, ces balles lui ont été volées. Mais... Et il y a un climat quand même plus large sur les droits de l'homme. Ce que je dis vraiment, c'est aussi antérieur à Bolsonaro. Parce que quand même, il faut savoir qu'en 2017, lors de l'examen périodique universel, le Brésil a à peu près reçu 246 recommandations d'amélioration. On a Amnesty a recensé en 2017 plus de 200 projets de loi qui portaient atteinte aux droits de l'homme au Brésil. En général, pas spécifiquement au LGBT, mais c'est pour montrer le climat. Est-ce qu'il y avait du coup des textes qui étaient votés ouvertement contre les personnes LGBT ? Non, mais ce qu'on a vraiment remarqué de l'année dernière autour de l'élection de Bolsonaro, c'est qu'autour de ces élections et du scrutin, il y a eu vraiment une augmentation croissante des discours toxiques et des discours de haine dans la société. Et ces discours, quand ils sont portés par des politiques, que ce soit au Brésil ou ailleurs dans le monde, ils ont une incidence sur le nombre d'actes LGBT-phobes qu'on peut voir dans notre société. Et du coup, au Brésil, il y a vraiment une recrudescence d'actes LGBT-phobes autour des élections et depuis l'élection de Bolsonaro. Et la politique qu'il souhaite mener, elle va à l'encontre des droits humains, des droits LGBT, puisque une de ses premières décisions, ça a été d'enlever le programme qui était censé s'occuper de la question de la protection des personnes LGBT au sein du ministère des droits de l'homme. C'est vraiment une des premières décisions qu'il a prises, donc ça montre bien que le climat et que la situation des personnes LGBT au Brésil, elle est plutôt alarmante également. Quelles sont les actions qu'entreprend Amnesty justement au Brésil et en soutien à ces populations ? Est-ce qu'il y a des pétitions ? Est-ce qu'il y a des débats qui sont organisés ? Amnesty a mis en lumière le cas de Marielle Franco l'année dernière, comme l'a dit Mathilde. Elle est décédée l'année dernière le 14 mars, donc on arrive bientôt à une année de son assassinat. Donc à travers Marielle Franco, il y avait toute la question des personnes LGBT, puisque Marielle Franco était une femme politique noire et lesbienne.
issus des favelas. Enfin, elle représentait vraiment le progressisme brésilien et il y avait vraiment une aura autour des combats qu'elle pouvait mener aussi pour la défense des favelas contre les violences policières. Donc, c'était pas, comme l'a dit Mathilde, uniquement LGBT, mais à travers ce cas, c'était de lutter contre l'impunité et mettre en lumière un cas pour améliorer la situation dans son ensemble. Donc, tout le mouvement Amnesty et partout dans le monde s'est mobilisé autour de Marielle Franco, autour de la Journée internationale des droits de l'homme le 10 décembre. Et on va continuer de suivre l'évolution de la situation au Brésil toute l'année. Est-ce qu'il y a déjà des cas de gens qui ont fui le Brésil pour Oui, tout à fait. Il y a le député ouvertement gay brésilien qui a fui et qui a demandé l'asile. Donc pour l'instant... Suite aux menaces qu'il avait reçues. Il a demandé l'asile où On ne sait pas encore. D'accord. Voilà. Ok, alors ça c'est le cas du Brésil qui est du coup un pays qui depuis peu est dirigé par l'extrême droite. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est que quel que soit le régime politique en place, il y a toujours une bonne raison de taper sur les LGBT et les LGBT+. Et si on vient sur le cas du Venezuela, là effectivement on est dans une situation un peu différente parce que a priori, on n'a pas forcément un gouvernement qui, dans son essence, est hostile aux personnes LGBT, mais un certain nombre de décisions, un certain nombre d'actions qui sont menées ont une incidence sur les conditions de vie des personnes LGBT. Exactement. Alors, il n'y a effectivement pas de loi LGBTophobe en tant que telle, hein, mais ce qui est plus préoccupant, c'est la situation sanitaire, du fait de la crise. Il y a une crise sanitaire et une crise humanitaire au Venezuela maintenant depuis 4-5 ans, où il n'y a plus de médicaments au Venezuela. Il faut le savoir, il n'y a plus de médicaments. Les gens ne peuvent pas se soigner. Les personnes atteintes de VIH n'ont pas accès aux antirétroviraux. Il n'y a même plus de préservatifs, donc plus possible de faire de prévention. Et ça va au-delà, puisqu'il y a des enfants qui meurent de dénutrition. Les gens ne peuvent pas se soigner. Les gens doivent, par exemple, on va à l'hôpital pour se faire opérer. Les gens doivent acheter eux-mêmes le matériel pour se faire opérer. Et du coup, ces incidences, elles sont, j'imagine, beaucoup plus fortes auprès des minorités, et notamment des personnes LGBT. Les minorités sont les premières souvent à pâtir des durcissements de régime. Oui, comme on parle de la situation en Amérique latine, on peut aussi parler de la situation au Salvador, Guatemala, au Honduras, où on voit que c'est les pays les plus violents au monde. Donc toutes les personnes sont plutôt subissent l'insécurité générale, le gang, le taux d'homicide des plus élevés au monde. Et donc ces difficultés sont encore plus spécifiques aux personnes LGBT qui subissent une double discrimination, une double violence, et qui sont exposées à des discriminations dans toutes les sphères de leur société, que ce soit à l'école, dans la famille, au travail. Donc vraiment à une situation qui est globalement assez défavorable aux personnes. Elle est encore pire pour les personnes LGBTI. Mais pour revenir sur le Venezuela, le gouvernement vénézuélien, par exemple, dit qu'il n'y a pas de problème d'approvisionnement de médicaments et que si jamais il y a des problèmes, ils sont plutôt dus à un embargo tacite influencé par les États-Unis qui souhaitent voir disparaître le régime de Maduro et le chavisme en général. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça ? Je veux dire, on a des documentations, on a des preuves objectives que c'est effectivement la politique du régime vénézuélien qui est à l'origine de cette pénurie de médicaments. Alors, il y a de faire un lien de cause à effet, Amnesty ne le fera pas, ce lien de cause à effet entre une politique, mais ce qui peut se dire, c'est qu'il y a un état des lieux. Il y a un état, il y a des faits. Par ailleurs, objectivement, il y a des faits. Il n'y a plus de médicaments. Les enfants meurent de faim. Je crois qu'en 5 ans, il y a une perte moyenne de 10 kilos sur la population. Les gens ont perdu en moyenne moins 10 kilos. Enfin, c'est des faits. Par ailleurs, les autorités demandent aux médecins de falsifier ces chiffres. Donc, il y a quand même... il y a des gens qui démissionnent à cause de ça. Donc, il y a une volonté aussi du gouvernement de cacher ces faits. On ne peut pas, par exemple, rentrer dans les hôpitaux. Enfin, quand vous êtes touriste étranger, vous ne pouvez pas rentrer dans les hôpitaux. Il y a eu un film que je conseille à tous, Les femmes du chaos vénézuélien, qui est un documentaire qui a été tourné notamment en caméra cachée au sein des hôpitaux parce que ce n'est pas possible de le tourner autrement. Et le gouvernement cache les faits. Et d'ailleurs, il n'y a aucun chiffre officiel. Enfin, il y a des maladies qui avaient disparu depuis 10-15 ans qui réapparaissent. Et le gouvernement se cache la face. D'accord. Alors, pour finir, un autre pays qui vient pas forcément directement en tête quand il s'agit de droits LGBT, et pourtant, il faudrait, c'est les États-Unis.
puisque depuis l'accession de Trump au pouvoir, il y a un certain nombre de reculs. Alors, dernière en date, les trans sont désormais interdits de servir dans l'armée américaine. Oui, en fait, depuis que Trump a été élu à la Maison-Blanche, il a déjà pris plusieurs décisions qui vont à l'encontre du droit des personnes trans, à l'encontre des droits humains en général. Donc, il y a récemment cette décision de bannir les personnes trans dans l'armée. Qui avait été, il y avait comment il s'appelait, le Don't Ask, Don't Tell, qui avait été enlevé par Barack Obama, qui interdisait aux personnes ouvertement homosexuelles de servir dans l'armée. Donc il y avait eu des avancées sous Barack Obama pour lesquelles Trump revient dessus. Donc il n'y a pas eu que ça, il y a aussi l'accès aux toilettes et les facilités pour les personnes trans dans les écoles et dans les universités que Trump a remis en cause. Il a supprimé du site de la Maison-Blanche toutes les références aux questions LGBTI. Et là, il cherche même à redéfinir ce qu'est l'identité de genre, parce qu'il va jusqu'à nier l'existence des personnes trans. Donc on est sur une redéfinition du genre et du sexe, pour reformuler les deux. Et donc ça va nier l'existence même des personnes intersexes, et ça va à l'encontre du droit des personnes trans. Ok, le constat est assez amer finalement. Il y a quand même, pour finir, quelques raisons d'espérer une amélioration prochaine. Oui, les choses ne font que s'améliorer quand on regarde de plus loin, mais c'est vrai qu'il y a des situations individuelles qui paraissent avancer trop lentement, et quand il y a des pays comme les États-Unis qui reculent drastiquement sur les questions LGBTI, ça laisse craindre quand même un recul, pas qu'aux États-Unis, mais sur le reste des pays proches. Donc il y a quand même de quoi se réjouir, il y a quand même de nombreuses avancées en Amérique latine, et vraiment l'Amérique latine, je pense, avance même plus rapidement que l'Europe. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent dans les institutions internationales au niveau de l'Amérique latine qui pour le coup est vraiment plutôt optimiste. Okay. Amnesty International, donc on peut dire que c'est quand même une association qui est vraiment très très puissante au niveau international. Est-ce qu'il y a des exemples que vous pouvez donner un peu où le Amnesty International est arrivé un peu à convaincre des pouvoirs politiques qui sont arrivés à basculer un certain nombre de choses pour faire avancer les mentalités? Est-ce que vous avez des exemples à nous donner? Oui, vraiment, c'est pas des exemples qui manquent. Moi, quand j'ai rejoint Amnesty, j'avoue, je faisais signer des pétitions sans vraiment savoir quel poids ça pouvait avoir. Ouais. Mais en fait, ça fait plus de 10 ans que je suis à Amnesty, donc j'ai vu qu'il y avait vraiment eu de nombreux changements. Et là, dernièrement, c'était toutes les campagnes sur le changement d'état civil, par exemple en Norvège. On avait mis en lumière le cas d'une personne trans norvégienne qui ne pouvait pas changer d'état civil tant qu'elle ne subissait pas d'opération de réassignation sexuelle stérilisante. Et donc, on a fait toute une campagne, mais c'est pas que Amnesty, c'est Amnesty et la société civile et d'autres associations sur place qui ont fait changer la loi. La loi norvégienne maintenant est respectueuse sur le côté du changement d'état civil pour les personnes trans au moins. On aurait aimé vous écouter pendant 1 heure parce qu'il y a vraiment de quoi dire, mais on vous fera revenir. Donc, avec plaisir. Les micros sont ouverts vraiment pour vous. Merci en tout cas. Vous restez avec nous pour la suite de l'émission. Merci Nicolas. Homo Micro. Nous sommes toujours avec Mathilde et Sébastien d'Amnesty France, Catherine que nous écouterons dans quelques instants, Éric Garnier tout à l'heure en fin d'émission. Nous sommes aussi avec Fabien qui nous observe et nous écoute attentivement, Louis aussi. L'émission pour la partie son est réalisée par notre amie Isabelle qui vient de nous passer un super son que j'ai adoré, que nous avons adoré, et notre ami Daniel qui nous filme gentiment et tranquillement pour notre chaîne YouTube. Alors Éric, aujourd'hui pour ta chronique Guédard, tu vas nous parler du temple d'Oscar Wilde. Il s'agit de quoi exactement ? Eh bien, j'ai eu la chance il y a 2 semaines maintenant de me rendre à Londres et j'en ai profité pour aller visiter le temple d'Oscar Wilde. Donc c'est une exposition, enfin j'ai plutôt envie de dire que c'est une installation qui avait d'abord eu lieu à New York en 2017 et qui maintenant a pris ses quartiers à Londres. En fait, elle se situe dans le 2e quartier LGBT de Londres qui s'appelle Clapham. Vous connaissez peut-être le plus célèbre qui est Soho. Et bien, à quelques stations de métro du cœur de Londres, on peut se rendre à Clapham. Et là, parmi les quelques barguets, eh bien, il y a une vieille chapelle victorienne qui a été complètement réinvestie et transformée à l'initiative d'un collectif qui s'appelle Studio Voltaire et qui donc accueille cette installation. Alors, ce collectif, il a déjà travaillé sur pas mal de projets originaux, des projets artistiques toujours. Et là, avec le soutien de nombreux partenaires, ils accueillent donc cette installation. L'idée de cette installation, c'est de proposer une chapelle qui ressemble en tout point à une chapelle classique, à un lieu de culte traditionnel, mais qui serait entièrement dédié à la communauté LGBT et qui est également conçu à la fois comme un lieu de mémoire
la mémoire d'Oscar Wilde en l'occurrence, et un lieu de vie, puisqu'on peut réserver l'espace pour y célébrer des mariages, y tenir des conférences autour de la thématique LGBT. Et les dons qu'on peut faire, comme on ferait dans une église, vont alimenter une association qui ressemble un peu au Refuge en France et qui donc vient en aide aux jeunes LGBT qui sont délaissés par leur famille. On peut dire que ce temple fonctionne comme une église, alors. C'est exactement ça. Alors, une église païenne, hein, évidemment, puisque dès l'entrée, l'architecture du lieu nous donne le sentiment d'être dans une véritable église. C'était une église auparavant. Sauf que là, les vitraux ont été remplacés, et ils sont remplacés par de très grands vitraux avec dessus des superbes tournesols. Alors, le tournesol, c'était la fleur emblématique d'Oscar Wilde. Peut-être que vous avez vu déjà des portraits de lui avec un énorme tournesol à la boutonnière. Les murs eux-mêmes ont été recouverts de papier peint, très victorien, très 19e siècle, avec des motifs de fleurs sur un fond de couleur olive assez foncé. Et puis on a aussi les chaises de l'église classique, mais au lieu d'avoir les Bibles sur les chaises, on a le fascicule de l'expo qui nous explique un peu ce qui s'y tient. Et puis on a un autel aussi, mais sur l'autel on n'a pas le Christ. On a une statue d'Oscar Wilde en pied. Et puis, vous avez aussi, en général, dans les églises, des chemins de croix du Christ, où on voit les différentes stations du Christ. Et bien là, ces chemins ont été remplacés par 12 moments clés de la vie d'Oscar Wilde, depuis une scène où on le voit dans le salon en compagnie de son amant, jusqu'à son évasion de prison, en passant également par son procès, sa condamnation. Et lorsqu'il est représenté, Oscar Wilde est auréolé, il a l'auréole, comme le Christ, pour qu'on puisse bien le reconnaître. Mais il y a aussi d'autres choses qui font penser à une église, c'est quoi ? Alors vous savez, dans les églises, souvent, on a des portraits de saints, des martyrs, et bien là, on a aussi des portraits de martyrs. Mais au lieu de martyrs catholiques, on a les martyrs LGBT. On va avoir des portraits au crayon de figures emblématiques de la communauté LGBT. Alors, il y en a qu'on connaît tous assez bien, comme Harvey Milk, l'activiste américain, ou Alan Turing, le mathématicien anglais. D'autres sont moins connus, comme Mark Carson. C'est un modeste vendeur de glace new-yorkais qui a été victime d'un crime de haine en raison de son homosexualité. Et au mur, on retrouve également des grandes peintures, comme on a dans les églises, sauf que celles-ci sont des fresques qui vont évidemment avoir un lien direct avec la communauté LGBT. Alors, pour vous donner quelques exemples de ces fresques, il y en a une qui est un très très grand tableau sur lequel, de manière très graphique, on voit apparaître tout un tas de mots très fleuris auxquels on a le droit quand on est gay. Alors, je vous les donne en anglais. Cocksucker, je pense que ça vous savez ce que c'est. Faggot pour pédale. Femme pour efféminé. Nellies pour un peu efféminé aussi. Queer, queen, fairy, homo, Mary, pansy. Enfin, on a un beau florilège de toutes ces insultes que nous, on entend fréquemment. Peut-être pas dans cette langue, mais on les entend néanmoins. Et il y a un autre tableau très important qui, en lettres de feu, représente le mot queer. Et puis, il y a aussi quelques toiles plus petites sur lesquelles on voit, sur des fonds assez fleuris, des citations d'Oscar Wilde. Alors, je ne vais pas vous les dire en anglais pour que ça aille plus vite, mais nous sommes tous dans le caniveau, mais certains regardent les étoiles. Et puis, celle que je préfère, c'est « Je résiste à tout, sauf à la tentation ». Et puis, à chaque fois, elles sont marquées du C.3.3, qui était le numéro de cellule d'Oscar Wilde, histoire de bien nous rappeler que l'homophobie, elle est toujours présente. Alors Eric, tu nous as aussi dit que ce temple avait été aménagé par 2 artistes. Qui sont-ils ? C'est un couple d'artistes, c'est qui n'est pas si fréquent que ça, de voir des couples d'artistes. Ce sont 2 Américains, donc il s'agit de McDermott et McGough, qui sont respectivement nés en 52 et 58, l'un à Hollywood et l'autre à Syracuse, dans l'État de New York. Alors, ils sont surtout connus pour former ce duo. Ils se sont fait connaître dans les années 80 dans les quartiers de New York, les quartiers un peu bohèmes. Et alors, ce qui est particulier chez eux, c'est qu'ils ont décidé de refuser le futur pour s'immerger totalement dans le passé. Alors, ils ont un slogan qui est « I've seen the future and I'm not going ». En gros, ça veut dire « J'ai vu le futur et j'irai pas ». Et tout dans leur comportement, leur art, montre cette volonté de se réancrer dans la fin du 19e siècle et du 20e siècle. Donc leur maison, leurs meubles, leur façon de s'habiller, et puis leur travail s'inspire de techniques également de la fin du 19e siècle et du début du 20e. Donc c'est un moyen pour eux de questionner les frontières temporelles aussi, de se dire, voilà, qu'est-ce qui nous relie au passé, qu'est-ce qui est différent, qu'est-ce qui ne l'est pas.
Leur champ d'expression comprend alors un peu tout. Il y a la photo, la peinture, la sculpture. Ils font des installations comme celle-là. Et évidemment, ils adressent en particulier les thématiques LGBT, l'homoérotisme, l'homosexualité, à la fois dans la période victorienne, dans laquelle ils vont évidemment dénoncer le caractère oppressif des politiques de cette époque. Alors, il y a un autre couple qui est assez connu, c'est Gilbert et George, c'est des Britanniques aussi. McDermott et McGough, eux, ils partagent leur temps entre New York et Dublin. Dublin, c'est la capitale de l'Irlande où est né Oscar Wilde. Donc ça faisait quand même beaucoup de raisons pour lesquelles ils allaient s'intéresser à ce bonhomme. Eh bien, ses racines irlandaises, son époque, son homosexualité, sa répression. Donc c'était forcément un thème favori pour eux. Avant de te laisser poursuivre, Fabien souhaite intervenir pour une question sans doute. Mais c'est surtout que tu dis toujours LGBT, mais là je me permets le porte-parole des femmes ce soir. Il n'y a rien sur les lesbiennes dans ce lieu. Il n'y a même pas un martyr lesbien, quelque chose. Alors effectivement, c'est plutôt, même si c'est LGBT est déclaré comme tel, et si l'association et les associations qui ont participé sont surtout LGBT, l'environnement est plutôt gay que lesbien ou trans. Qu'est-ce que tu as pensé des œuvres en elles-mêmes, en fait, Eric ? Alors, c'est des œuvres qui reprennent complètement les codes esthétiques du 19e siècle. Et bien sûr, on voit que ce ne sont pas des vieilles œuvres. On voit qu'elles n'ont pas cette patine. Mais c'est intéressant, justement, parce que ça renforce le côté pastiche de ce temple qui n'en est pas un. Il y a un côté parodique qui est vraiment intéressant ici. Je pense que on ne peut pas sous-estimer cette valeur quasi blasphématoire qu'il y a de représenter Oscar Wilde comme ça dans une chapelle, de remplacer ce Christ par une statue d'un homosexuel notoire qui était particulièrement identifié comme tel en plus de sa propre époque. Cette statue, elle est un peu kitsch. Elle pourrait être dans un parc pour lui donner un côté un peu romantique. C'est fait de manière vraiment volontaire pour créer cette notion de pastiche. Les représentations du chemin de croix, elles sont réalisées comme des gravures colorées, un petit peu comme celles qu'on peut voir dans des journaux, avec des personnages dont les contours sont très marqués, avec en dessous des textes qui illustrent vraiment le propos. C'est vraiment comme dans une église, de raconter l'histoire à ceux qui ne la connaîtraient pas. C'est presque un roman graphique qui serait très explicatif dans le motif. On est vraiment dans l'éducation des foules, avec des scènes de vie qui sont chargées d'émotions, et puis l'auréole pour bien montrer qui est qui, où est le personnage central, et puis toujours en étant dans cette distanciation, dans ce pastiche. Il y a vraiment un caractère pédagogique, moi, je trouve, dans cette approche, et une volonté d'éducation pour ceux qui ne connaissent pas Wilde. Ouais. Alors, les tableaux, ils oscillent entre un esthétisme très 19e, puis le militantisme, toujours actuel, pour montrer que... Eh bien, avec ce C3.3, on est toujours dans la beauté qui est tempérée par l'homophobie, la répression. C'est vraiment des codes esthétiques qu'utilisent McDermott et McGough de manière récurrente pour décrier cette période victorienne et dénoncer l'homophobie qui reste actuelle, et malheureusement, évidemment. Et si on va voir ces artistes, Eric ? Pas facile. Parce qu'en France, ils sont quasiment jamais exposés. Il y a eu, il y a quelques années, une expo dans une galerie parisienne, mais je crois qu'il n'y a aucune de leurs œuvres qui figure dans un musée, ni à Paris, ni en province. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, vous pouvez le voir sur Internet. Il faut peut-être se déplacer un peu et avoir un peu de chance. Sinon, à défaut de les voir eux, on peut s'intéresser à Oscar Wilde, puisqu'il y a actuellement... des œuvres d'Oscar Wilde qui sont jouées, à commencer par le portrait de Dorian Gray, qui est joué jusqu'au 7 avril au Théâtre du Ranelagh, avec notamment 4 séances en anglais, pour ceux qui veulent vraiment accéder au texte. Il sera joué également à Biarritz le 8 mars, pour ceux qui ne sont pas à Paris, mais dans le sud. Et puis il y a une autre de ses pièces phares, de l'importance d'être constant, qui sera jouée au Théâtre de l'Athénée, à Paris, en mai. Et puis, moi je ne l'ai pas vu, je ne sais pas si certains autour de la table l'ont vu, mais il y a The Happy Prince, réalisé et interprété par Rupert Everett, qui est sorti il n'y a pas longtemps et qu'on peut peut-être continuer à voir dans certaines salles. Bref, il y a plein d'occasions et surtout plein de bonnes raisons de redécouvrir Oscar Wilde et sa littérature, ce grand prophète porte-étendard de notre culture. Merci Eric, Mathilde et Sébastien. Vous avez entendu parler de ce temple Non, mais j'ai bien envie d'y aller maintenant. Ouais. Pas du tout non plus. Vivement qu'on voit ce type de temple un peu évoluer un peu partout dans les pays que vous avez évoqués tout à l'heure. C'est bien le Venezuela que...
Alors, il y a des associations, il y a une communauté associative qui est forte, notamment, nous, on a reçu des militants LGBT au Honduras, ils sont structurés, donc c'est pas parce qu'il y a des grosses violations en Amérique du Sud qu'il n'y a pas une grosse structure associative qui existe. Voilà. Merci. Est-ce que tu as remis tes notes de frais à Isabelle pour te faire rembourser le voyage à Londres? Ce serait une idée. Je passe comptable maintenant. C'est bien. Oui, Formidable. avant de partir, Isabelle. Merci. Quel est le prochain voyage? Je vais aller à Munich, mais je ne sais pas si j'en ramènerai une chronique. Peut-être, on verra. Merci, Eric. Homo Micro. Après Londres, nous allons maintenant passer à Paris. On va visiter un autre temple, la mairie de Paris, grâce à notre amie Catherine dans Micro-Politique. Elle nous parle de la mairie. Catherine, on t'écoute. Panique à l'hôtel de ville. Depuis plusieurs années, nous, élus centristes, réclamons une police municipale à Paris. Anne Hidalgo a toujours été contre. Déjà en 2013, sur BFM TV, face à Pierre-Yves Bournazel, qui est conseiller de Paris et depuis maintenant presque 2 ans député de centre droit de Paris, elle affirmait son désaccord déjà avec lui sur cette mesure. Une opposition sur le sujet donc de longue date. Écoutez. Sécurité, je prends un exemple. Vous êtes dans un arrondissement à problème. Oui, par exemple, oui. On a une zone, on a une zone prioritaire. De et bien, les résultats à Châteaurouge ne sont pas au rendez-vous. Et moi, je souhaite créer une police municipale, 7 jours sur 7. Ça, c'est un point sur lequel je vais revenir parce que je suis en désaccord avec cette proposition. Vous avez bien entendu, je suis en désaccord avec cette proposition. Ce sont bien les mots d'Anne Hidalgo. En 2015, un de nos sénateurs centristes, Yves Pozzo di Borgo, avait fait évoluer la loi afin que cela soit possible à Paris. Mais la maire s'y opposait encore et toujours. Écoutez les débats au Conseil de Paris. Vous allez entendre d'abord Éric Cazère, président du groupe centriste, puis Anne Hidalgo et ses adjoints, dont Bruno Julliard, qui à l'époque était encore premier adjoint d'Anne Hidalgo. Il n'y a plus que vous, Madame la maire de Paris, exécutif, qui n'ayez pas encore osé faire ce pas et la proposition de création d'une police municipale à Paris. Peut-on attendre de votre part une nouvelle position lucide sur ce sujet? Reconnaître la cohérence et la constance. Je respecte. C'est votre cohérence, votre constance, et c'est ce que vous avez porté devant les citoyens qui n'ont pas fait ce choix-là en choisissant ceux qui portaient une autre cohérence et une autre constance. Parce que comme vous, je suis dans la cohérence et dans la constance d'une autre position. Et je pense que ça aussi, ça se respecte. Mais vous l'avez exprimé. Que nous avons un vrai point de divergence, Monsieur Azière, qui est en effet celui de la création d'une police municipale à Paris. Je le redis, comme la maire de Paris l'avait dit à l'occasion de ce débat, comme nous avons eu l'occasion de le dire à maintes et maintes reprises, en effet, nous ne pensons pas qu'une police municipale soit adaptée à la situation particulière de Paris. Nous redisons, et je redis que Paris n'est pas n'importe quelle ville. Votre obstination idéologique à mettre en place, à vouloir voir la réalité telle qu'elle est, c'est-à-dire une véritable police municipale à Paris. Moi, je vous fais un pari, c'est qu'aux prochaines élections municipales, et après ces élections municipales, quoi qu'il arrive, dans tous les projets proposés aux Parisiens, il y aura la création d'une police municipale, et qu'après cette élection, la police municipale à Paris sera une réalité. Non. Certainement pas, mais le rendez-vous est pris. Vous l'avez noté, l'argument d'Anne Hidalgo est la constance et la cohérence. Et pour Bruno Julliard, à la fin, il dit « Certainement pas, mais le rendez-vous est pris ». L'annonce de cette volte-face a eu lieu le 25 janvier dernier, en pleine réunion des restitutions de l'audit sur la sécurité à la barbe des groupes de sa majorité, qui ont alors claqué la porte de la réunion. Si je me réjouis que nous ayons fini par convaincre la maire de Paris, je tiens surtout à rappeler que la sécurité est une priorité, un sujet utile de l'incivilité à la petite délinquance quotidienne. On touche ici à un besoin basique et capital pour les Parisiennes et les Parisiens. On ne joue pas à la posture politicienne électoraliste avec la sécurité des gens, c'est irresponsable. À un an des municipales, la majorité semble s'inquiéter et tente d'endiguer son dépôt de bilan sur la sécurité, comme sur le logement et la propreté, c'est sauf qui peut. Merci. Cette idée de chronique, t'es venue comment en fait? Tu étais tellement...
Quand j'ai vu cette volte-face d'Anne Hidalgo, et puis la sécurité, ça nous concerne tous, ça nous concerne nous aussi, minorité à Paris. Je pense que les agressions LGBT-phobes, là tout à l'heure Nicolas va nous parler du rassemblement demain soir suite à la vague d'actes antisémites qu'on connaît actuellement en France. Il y a quelques mois, il se passait pas 2 jours en France sans qu'il y ait une agression LGBT-phobe, et notamment aussi à Paris. Je l'avais dénoncé avec Louis Georgetin dans une tribune dès le mois de septembre. Donc voilà, la sécurité, ça nous concerne tous, et aussi les minorités, bien sûr. Merci, Catherine. Homo Micro. Homo Micro, écouté un peu partout, et on salue aussi nos amis de Bruxelles, puisque nous sommes aussi écoutés. Notre émission est rediffusée dans plusieurs radios à Bruxelles, sur 107.2, 91 FM, 107.1 et 107.6 depuis quelques jours, pour vous dire que Homo Micro donc voyage aussi. On passe tout de suite à la littérature et au cinéma, et Eric, tu vas nous présenter un premier livre, un premier roman. Voilà, Comment tout a commencé de Philippe Joanny chez Grasset. Alors si j'avais que 30 secondes pour dire tout le bien que je pense de ce livre, je dirais le titre c'est Comment tout a commencé, et là, quand on a terminé le livre, on se dit, on n'a qu'une envie, c'est de savoir comment tout a continué. Tellement j'espère que ce n'est que le premier tome de l'histoire de Philippe, puisque c'est quand même quelque chose d'assez autobiographique. Voilà, il commence à l'enfance, il habite dans un hôtel tenu par ses parents, des gens très différents, un père qu'il déteste et qu'il détestera toujours. C'est un homophobe, c'est un beauf, c'est un communiste qui va voter FN. Donc on voit dans ce livre aussi la montée du FN. On voit aussi, car Philippe Joanny doit avoir à peu près 55 ans maintenant, on voit la montée aussi du VIH, l'arrivée du VIH. Il n'est encore qu'un enfant quand en 1981, il entend parler pour la première fois de ce virus. Et on va suivre, alors dans une écriture qui est, non pas l'écriture d'un enfant, mais il écrit les souvenirs d'enfance, et il n'en fait pas plus que ses souvenirs. Voilà, il ne les interprète pas. Et donc on avance avec lui, et on va à un moment découvrir que ce garçon est très attiré par les autres garçons. Et là commencent les problèmes dans une famille, bien sûr, qui ne peut pas le comprendre. Et outre qu'il est pris par, du coup, un sentiment d'anormalité, de culpabilité, bon, on a tous connu ça, nos premiers pas, et comment on les vit, comment on les gère. Il est ensuite pris en tenaille entre l'homophobie crasse de son père et ce sida qui est de plus en plus présent dans l'actualité, car à l'époque on lit beaucoup les magazines et les gens regardent beaucoup les quelques chaînes qui existent, et donc tout le monde a à peu près les mêmes informations. Donc voilà, c'est très amusant, c'est très touchant, c'est raconté avec simplicité, et voilà, je pense que quand on n'est pas gay, on peut se retrouver aussi dans ce livre, très attachant, et moi j'ai eu qu'une envie, je vais le faire d'ailleurs, c'est d'aller voir l'hôtel de ses parents, parce que ça commence, comment tout a commencé, le livre commence par une descente de police dans l'hôtel de ses parents, rue d'Austerlitz, donc tout près de la gare de Lyon, et la maman, bon, qui est assez rigoureuse, bon, elle accepte quand même une forme de prostitution dans les 25 chambres qu'elle gère dans son hôtel. Voilà, donc c'est savoureux, c'est émouvant, ça nous rappelle toute une série d'événements qu'on n'a pas forcément connus ou qu'on a oubliés, l'avènement de Mitterrand, la montée de Le Pen, la montée du sida. Tout ça n'est pas triste, c'est raconté à hauteur d'enfant, et on a vraiment envie que Philippe Joanny fasse un tome 2. Quant au film que j'ai vu, alors c'est une grande première pour moi. Isabelle en avait dit beaucoup de bien, c'est donc Rafiki, qui veut dire en kényan une amie. Alors les deux amis, c'est très rare les films d'histoire d'amour entre Juliette et Juliette, et en plus deux femmes africaines assez physiquement différentes. L'une est un peu garçonne, Kema,
Ziki est un peu extrêmement féminine, un peu trop même. On pourrait peut-être reprocher un contraste un petit peu excessif entre les deux filles. L'une aime jouer au foot et faire du skate, l'autre, Ziki, qui, comme le père de Kema, se présente à des élections. Donc on est... voilà, Ziki, elle est un peu dans la danse, le hip-hop, enfin, elle est très, très maniérée. Mais ce contraste est charmant. C'est charmant, c'est touchant, jusqu'à ce que, voilà, elles essayent d'aller plus loin, elles essayent de s'afficher un minimum. Et là commencent les problèmes. Alors, les problèmes ne viennent pas forcément d'où l'on pense. On pense que les problèmes vont venir du père de Kema. Et on verra qu'ils viennent plutôt de la bondieuserie absolument scandaleuse de la mère, qui certes a été abandonnée par le père, mais on voit qu'elle va pousser, quand elle comprendra que sa fille est lesbienne, elle va pousser sa fille dans des séances d'exorcisme. Alors, c'est pas l'islam, là, c'est la religion chrétienne. Hein, et franchement, on est effondré devant ce que beaucoup de Kenyans chrétiens peuvent endurer et subir de leur plein gré, à l'insu de leur plein gré, dans des séances vraiment de... Enfin, c'est révoltant. Voilà. Et ces filles, est-ce qu'elles vont s'en sortir? Est-ce qu'elles vont pouvoir vivre en leur amour? Je ne vous le dirai absolument pas. Mais en tout cas, tout y est. Les premiers regards, elles se parlent peu, elles sont très expressives. Je ne sais pas, Catherine, si tu as vu ce film. Voilà, il y a peu de mots. L'actrice Samantha Mugatsla, pardon, est très expressive, très sensuelle. Elle a des regards magnifiques. Et franchement, moi qui ne regarde jamais de films d'histoire d'amour de femmes, parce que d'abord il y en a très peu, et puis voilà. Là, j'avoue que je suis tombé complètement sous le charme. Et l'image est très très belle, les couleurs aussi, je crois que tu l'as vu. Et il faut dire, dernière chose, on en a beaucoup parlé au moment du Festival de Cannes, parce que le Kenya a interdit ce film, et puis finalement l'a accepté une semaine. Sébastien? Il l'a accepté à la sortie une semaine pour qu'elle puisse être dans la catégorie, pour être nommée dans la catégorie meilleur film étranger aux Oscars. Donc il y a une décision de justice qui permet la sortie du film pendant une semaine, mais... C'était vraiment limité aux adultes et vraiment sur un temps très court. Ouais. Voilà, je rappelle donc le DVD chez Blackout, bravo à eux, c'est Rafiki, R-A-F-I-K-I. Vraiment, les garçons, vous adorerez ce film. Et puis le roman, que vous adorerez aussi, même si le style est assez simple et c'est pas pour son style qu'on va aimer. Comment tout a commencé, de Philippe Joanny, chez Grasset. Merci Eric. Avant de finir avec nos invités, je vais laisser la parole à Nicolas qui a des choses à nous dire. Alors Nicolas, tu reprends la parole pour revenir sur l'actualité du week-end. Oui, très rapidement. Samedi, en fin d'après-midi, je zonais sur Twitter. Le Piaf bleu réussit souvent la prouesse de combler du vide avec du vide. Alors voilà, mon petit pouce était occupé à lancer l'écran vers le haut pour le faire défiler lorsqu'est apparu le visage d'Alain Finkielkraut. Alors, je ne suis pas un méga fan d'Alain Finkielkraut, mais tout de même, on le voit attaquer en marge du cortège parisien des Gilets jaunes. Une actu Yahoo, comme quoi tout arrive dans ce monde. Le tweet était complété par une vidéo de la scène. Le philosophe polémique qui reçoit un tombereau d'insultes. Sale sioniste, sale juif, enculé, sale race, tu vas crever. Bref, avec peu d'imagination tout de même, des mots que l'on n'avait plus forcément l'habitude d'entendre devant une caméra. Je dis devant une caméra parce qu'ailleurs, dans le secret des ruelles, des collèges, des lycées, des lieux de travail ou des lieux en général qui échappent aux oreilles et aux regards, ces mots sont presque communs malheureusement. La haine des juifs, la haine du juif est presque un réflexe lorsqu'il s'agit de trouver un bouc émissaire au malheur ambiant, la haine tout court d'ailleurs. Ingrid Levavasseur, une gilet jaune, qui construit une liste en vue des élections européennes aux grandes dames de ses anciens camarades, qui voit dans cette démarche une tentative d'appropriation du mouvement, a elle aussi reçu un accueil similaire dans le cortège samedi. Elle a aussi été traitée de sale juive et sont venus se greffer à cet antisémitisme presque banalisé, le cortège des insultes sexistes, parce que c'est une femme et que chez les Gilets jaunes comme ailleurs, une femme qui s'émancipe, ça dérange. Alors les habituels défenseurs du mouvement, ces avocats médiatiques, ont bien sûr condamné en bloc les attaques dont Finkielkraut a été victime, un peu moins celles qu'a essuyé Levavasseur.
Mais dans le même temps, ils ont également expliqué pour l'énième fois qu'il s'agissait là de fractions nécessairement minoritaires. Et puis d'ailleurs, les journalistes se font tabasser par des fractions minoritaires. Les quenelles viennent elles aussi de fractions minoritaires, ceux qui prétendaient se faire gazer comme des sales juifs par la police, minoritaire encore. Bref, à chaque fois qu'il y a du grabuge, il est toujours minoritaire. Alors il serait faux évidemment d'assimiler l'ensemble des manifestants qui animent nos samedis d'ordinaire si calmes depuis 3 mois à une foule qui serait dans son ensemble antisémite, sexiste, raciste et homophobe. Mais il faut tout de même noter que si de tels discours sont tenus, si de telles agressions sont commises, si la lie de la pensée humaine se retrouve chaque samedi dans les cortèges des Gilets jaunes, c'est qu'elle s'y sent bien, qu'elle s'y sent légitime, qu'elle s'y sent portée. Que l'on cesse de chercher systématiquement des excuses à la bête immonde, mais aussi à ceux qui, par leur passive bienveillance, sont les vecteurs de la haine, ceux qui, par leur relativisme permanent, maquillés en réflexion et en prise de hauteur, détruisent à leur façon les quelques digues que nous avons érigées entre l'humanité et la barbarie. Alors, peut-être que ça ne changera pas grand-chose, mais demain, il y a un rassemblement à 19h à République contre l'antisémitisme, et puis je crois qu'on peut aussi lui attribuer contre la haine en général, et je crois qu'il faut vraiment être présent, parce que ce que l'on a vu ce week-end, qui n'est finalement que l'aboutissement de tout un tas d'actes qui sont dénoncés depuis des mois, voire des années, c'est important de dire non, et de dire qu'on ne se reconnaît pas ici en France dans ces discours et dans cette attitude de haine permanente. Quelques mots avant de terminer avec nos invités. Catherine, tu voulais ? Oui, je voulais réagir. Effectivement, soyons nombreux demain soir, place de la République à 19h. C'est important. Je l'avais rappelé dans ma dernière chronique. Je crois que c'est Gilets jaunes. Il y a une parole, ça reflète aussi un petit peu la parole haineuse de la société complètement libérée, décomplexée. Donc voilà, donc on peut aller tailler le visage de Simone Veil, le recouvrir d'une croix gammée, comme on peut aller casser du PD. On l'a vu à Bordeaux il y a quelques jours à la sortie d'une boîte de nuit. Moi, je m'y refuse. Il n'y a pas de fatalité. Donc voilà, soyons nombreux demain soir. Ce sera effectivement, ça changera entre. Enfin voilà, c'est symbolique, mais c'est super important. Place de la République demain. Que la place de la République dans soit d'autres noire de grandes monde villes de demain France soir. ou à Paris essentiellement. Oui, il y a des rassemblements partout à travers la France. Si vous nous nous écoutez en province, renseignez-vous dans vos villes. Il y a des rassemblements dans toutes les grandes villes de France. Il y en a à Nice. Aussi déjà. Ouais. Merci Catherine et Nicolas. On revient donc à nos invités. Sébastien, si tu revenais un peu sur le projet que tu as avec Yann Dacosta, metteur en scène, dis-nous un peu. Et oui. Nous, je ne te connaissais pas et on a abordé un sujet tout à l'heure avant de la fin de l'émission où je suis aussi concerné. Donc si tu pouvais en dire 2 mots. Oui, en fait, la fondation d'Amnesty International a financé un projet d'éducation auprès des jeunes principalement, et donc il a été décidé d'adapter un livre. Il se trouve que c'est ton livre, Un homo dans la cité. Et donc c'est une adaptation d'1 heure de ton témoignage qui sera suivi par un atelier pédagogique de déconstruction des stéréotypes et des préjugés sur les questions LGBT. Ouais. 3 journées sont programmées donc au mois de mars prochain au musée de l'immigration en Porte Dorée. Hein. Tout à fait. Et on espère qu'il y en aura plusieurs autres et pas qu'à Paris. Et des voyages aussi certainement dans des festivals. Hein. Invitez-nous. Ouais. Merci pour votre travail. Revenez nous parler d'autres continents. Il y a pas mal de choses à dire. Je pense tout de suite au Maghreb parce je pense à ce jeune Algérien qui a été égorgé de 23 ans, un universitaire en médecine, égorgé avec son propre sang. On a écrit sur les murs où ce jeune, malheureusement, il a été insulté. Moi, je trouve ça terrible. Il y a des choses aussi à dire. Il y a plein de choses à dire sur tous les continents et notamment en Afrique. Et pour poursuivre la discussion sur Rafiki, une chose qui a permis aussi à Rafiki à travers la censure du film, c'est de lancer une discussion sur la question des droits LGBT au Kenya où l'homosexualité masculine est pénalisée seulement. Mais il se trouve que la Cour suprême du Kenya a été saisie de la question et qu'elle rendra une décision le 22 février. Et c'est la même loi coloniale qui était appliquée en Inde, qui venait des Anglais. Et donc, il y a de fortes chances que la Cour suprême suive les recommandations de la décision indienne et vienne dépénaliser l'homosexualité. Donc, c'est possible qu'elle le repénalise par la suite, mais en tout cas, voilà, de 22 février, affaire à suivre. Ouais. Catherine. Oui, et ça montre également l'importance, et la France doit y jouer son rôle, d'une dépénalisation universelle de l'homosexualité. Rappelons que depuis ce qu'a porté Ramayad, il y a maintenant plus de 10 ans, 11 ans, rien n'a bougé, et voilà, la France doit reprendre le leadership sur la dépénalisation universelle de l'homosexualité. On est quand même bien le pays des droits de l'homme, c'est notre rôle.
tu nous as écoutés, tu nous as observés, tu n'as pas fait de chronique ce soir, mais qu'est-ce que tu as retenu de l'émission ce soir, Fabien? Approche-toi, s'il te plaît. En quelques secondes. Le micro est devant toi. Oh non, écoute, trop dur. Non, je sais pas quoi te dire, Brahim, tu me prends de court. Mais en tout cas, j'ai beaucoup apprécié toutes les chroniques et je pense que c'est toujours pareil, ça suscite tellement de discussions. On aimerait qu'il y ait des débats à la suite des chroniques, parce que je suis sûr qu'on n'est pas tous toujours d'accord avec ce qui est dit autour de la table et ça serait intéressant d'en discuter. Donc voilà, une proposition, en tout cas à défaut d'un commentaire, une proposition pour la fois prochaine, qu'on ait un peu plus de temps pour débattre. Très juste. Isabelle, petite chose, on peut dire que Interception est passé dimanche. Un petit mot peut-être concernant le reportage de France Inter qui est en podcast toujours en ligne, dis-nous. Oui, effectivement, c'était l'émission, c'était Homophobie, la sale parole libérée, je crois que c'était ça le titre, dans lequel on entendait notamment une de tes interventions auprès de jeunes dans un lycée de je ne sais plus quelle ville. À Saint-Étienne, Yves Saint-Jean. Voilà, et qui était bon, il n'y avait pas que toi dans cette émission, même si c'était évidemment le passage le plus intéressant. Mais donc je vous la conseille, elle est en replay donc sur le site de France Culture et sur toutes les plateformes de podcast. Et j'espère un jour tu auras l'occasion. France Inter. Pardon, France Inter. Et j'espère qu'un jour tu auras l'occasion de travailler sur France Inter, pourquoi pas pour Interception. Écoute, j'en serais ravie. Merci Isabelle pour avoir réalisé la partie son. Merci Daniel pour la partie film vidéo. Merci à nos invités Mathilde et Sébastien et à toutes les chroniqueuses et chroniqueurs qui m'ont entouré ce soir. Merci à très toi, vite. Brahim. On vous embrasse et à lundi prochain. Au revoir. Homo Micro, l'émission qui se prend au mot. Homo Micro avec Brahim Neidbalk.